Je me présente, Noah Lajoie du Centre d'aide en mathématiques. J'ai créé cette vidéo-là, cette capsule de révision-là pour vous. C'est une capsule sur les taux liés. D'abord, je prévoyais commencer ma capsule en vous faisant réviser, en vous réchauffant l'esprit euh, sur ce qu'est les problèmes à taux liés. Donc, on se rappelle de ce petit exercice-là qui était le premier numéro du chapitre 4 dans votre cahier de calcul différentiel. C'est dans le fond la tumeur qui grossissait, comme on le voit ici. On voyait le rayon de la tumeur qui augmentait, puis on nous demandait à quel rythme le volume de la tumeur augmentait. Premièrement, on va faire ce numéro-là pour se réchauffer, donc je vais l'expliquer un peu plus théoriquement et un peu moins mes démarches. C'est un numéro assez relativement simple. Donc ici, comme on le voit dans l'énoncé, j'ai été surligner des informations plus importantes. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi fait un schéma, ce qui est très important. Toujours faire un schéma quand on est dans un problème de taux liés, parce que c'est ça qui nous permet de nous repérer, de vérifier que on travaille encore les bonnes équations, etc. Ici, j'ai remarqué que c'était le rayon qui variait. J'ai noté que c'était quand le rayon atteignait 1 cm qu'on avait le taux de variation du rayon. Et après ça, la question qui me demandait, c'était à quel rythme le volume va-t-il augmenter à ce moment-là? Donc, la première étape, ça va être de trouver mes variables. Donc, identifier mes variables, c'est la première étape. Très important euh, de les identifier, de mettre les unités. Ça va consister à trouver toutes les données qui varient lors du problème. Fait que, à ce moment-là, la première, c'est le rayon de la sphère. Ici, je l'ai mis en millimètres parce que je voyais que le taux était quand même petit, donc je me suis corrigé. Ensuite, on a le volume de la sphère, bien sûr, qui va varier en millimètres cubes. Ensuite de ça, le dernier, ne pas l'oublier, c'est le temps. C'est notre variable indépendante et elle est en semaines dans le problème. L'étape suivante va consister à identifier les taux connus et recherchés. Donc, les taux, c'est justement les taux de variation qu'on va avoir dans notre problème. Le premier, on le voit, c'est que le rayon de la tumeur va augmenter de 0,04 mm par semaine. Donc, celui qu'on connaît, je viens de le dire. Ça va être important quand on l'identifie. Ici, j'ai mis une dérivée. Un taux de variation, on se souvient que c'est une dérivée, donc on a la dérivée du rayon par rapport au temps. Et là, la barre que j'ai mis à côté, donc c'est pour préciser que c'est pile au moment où le rayon atteint 1 cm, donc 10 mm. Donc, ça va être important de l'indiquer. J'ai souligné millimètre pour être sûr que vous ne mettiez pas centimètre à l'examen, que vous soyez précis dans les données que vous mettiez. Et bien sûr, après ça, on indique la donnée qu'il y avait dans le problème, soit 0,04 mm par semaine. Celui qu'on cherche dans le problème, c'était le volume. Donc, on dérive le volume par rapport au temps au moment demandé. Ça, c'est notre taux recherché. L'étape suivante va consister à définir une équation qui relie ces variables-là ensemble. Idéalement, on essaye de prendre tous les taux qu'on connaît pour les relier aux taux recherchés. Si on a des taux inconnus, mais que leurs variables apparaissent dans l'équation, il va falloir les changer. Pour l'instant, dans ce problème-là, étant donné qu'il est très, très simple, on n'a pas de gros travail à faire sur l'équation. Fait que tout ce qu'on a eu à faire, c'est de prendre la formule du volume d'une sphère, ce qui relie le volume d'une sphère et son rayon, sans aucune autre variable. Fait que c'est le seul travail qu'il y avait à faire. Le reste que j'ai fait, c'est tout ce qui m'a resté à faire, c'est-à-dire c'est de la rendre plus, pas malléable, de la rendre plus facile à dériver. Dans le fond, parce que j'avais plein de constantes que j'ai sorties, j'ai juste comme mis les constantes totalement à gauche
parce que pour trouver la variation du volume, il va falloir dériver cette formule-là. Et si toutes mes constantes sont déjà ensemble, ça va aller beaucoup mieux lors de l'opération de la dérivée. Donc, justement, parlant de la dérivée, la prochaine étape consiste à dériver notre équation. Ici, j'ai écrit par rapport au temps. C'est très important de le noter parce que dans les formules de dérivation, on utilise souvent sur le dérivé par rapport à x parce que x est souvent la variable indépendante. Sauf que là, dans notre cas, notre variable indépendante, c'est pas x et c'est t. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est justement ici, c'est que vu qu'on a des R par rapport à des T, de l'autre côté du signe d'égalité, c'est qu'on va se ramasser avec du dr sur dt. Ça, il ne faut pas faire l'erreur de l'annuler puis de faire comme le dx sur dx, de le rendre égal à 1. Fait que, très important de s'en souvenir, dans la plupart des taux liés, on se ramasse avec un d quelque chose sur quelque chose d'autre, puis il ne faut pas l'annuler. Donc, ici, on voit que j'ai sorti mes constantes de ma dérivée. Fait que je suis en train de procéder à une dérivation complètement normale. Sauf que là, je dérive, dans le fond, la formule que j'ai trouvée à l'étape 3. Et pour finir, bien sûr, comme ici, je l'ai souligné, très important, le dr sur dt ne s'annule pas. Ne faites pas l'erreur de l'annuler ou d'oublier de l'écrire complètement. On l'écrit. Dans le doute, écrivez dx sur dx puis annulez-le, mais là, il ne faut pas l'oublier. Donc, il me restait juste à simplifier. La prochaine étape, on évalue la dérivée au moment demandé. C'est vraiment pas compliqué parce que tout ce qui reste à faire à partir de ce moment-là, c'est de poser les conditions qui étaient dans le problème. Donc, on dit ce qu'on sait par rapport au problème. Donc, lorsque le rayon est égal à 10 mm, il varie de 0,04 mm par semaine. C'est comme ça qu'il faut l'écrire en langage mathématique. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer ces valeurs-là dans notre équation. Donc, on a ça ici. Donc, ici, j'ai écrit très clairement que je suis au moment où est-ce qu'on est à 10 mm. Et dans ma formule, on voit que j'ai mis le 10 mm pour le rayon. Donc, le R est égal à 10 mm. J'ai rentré les millimètres dans la parenthèse au carré parce que le fait de suivre mes unités va me permettre de me valider ma réponse. Et le dr sur dt qu'on connaissait à 10 mm comme étant 0,04. Ensuite, j'effectue mes calculs. Je regarde qu'est-ce qui arrive à mes unités. Donc, j'ai des millimètres carrés fois des millimètres qui vont me donner des millimètres cubes. Ce qui me permet de valider ma réponse parce que j'ai des millimètres cubes par semaine, soit des unités de volume sur des unités de temps. Voilà ce qui complète le premier numéro. Donc, j'ai fait un petit switch. J'avais mis la vidéo sur pause. Grosse surprise. Ici, je nous ai pris un numéro qui était dans votre volume et je l'ai modifié un peu. Je l'ai comme twisté pour que vous ne vous rendiez pas compte qu'il était dans votre manuel. Puis, c'est ça. Encore une fois, comme la dernière fois, ça va être de lire l'énoncé, de cibler les informations importantes. Donc, première étape. Là, ici, on voit dans l'énoncé qu'on nous a déjà donné le schéma, donc on n'a pas besoin de le dessiner. Par contre, ce qui est en rouge orangé ici, c'est des informations que j'ai rajoutées. Donc, ça ici, j'ai rajouté ça. Puis ici, j'ai dessiné qu'il y avait un niveau d'eau pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc, il y a un poids qui est fendu à la base. Maintenant, l'eau fuit avec un certain débit. Puis, comme je l'ai surligné ici. Donc, l'eau fuit, ça va être une information très importante parce que là, ça nous donne une information que le volume est en train de diminuer. Donc, notre taux de variation, quand on voyait quelque chose qui diminue, une fonction qui s'en allait vers le bas, notre dérivée devrait être négative. Donc, quand on va identifier nos taux, tantôt, ça va être important d'en tenir compte. Ensuite de ça, les mesures sur le schéma, pour l'instant, semblent banales, mais ils pourraient être utiles plus tard. Donc, il faut tenir compte de toutes les données qu'on nous présente, sauf certaines qui sont vraiment très aberrantes. Ici,
ce que je suis en train de surligner, c'est la question. Donc, on me demande la variation du niveau d'eau quand ce dernier va être à 45 centimètres. Puis, ce qui est vraiment le fun dans cet exercice-là, c'est qu'on nous dit que la formule du volume de cône va nous être utile. Donc, on a déjà une piste de solution. Ça peut arriver dans un examen. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'on doit trouver dans l'énoncé, donc on le sait que on doit trouver la variation de H, puis qu'on a la variation du volume. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est d'embarquer dans les mêmes étapes. C'est tout le temps les mêmes étapes. Fait que la première, on va aller trouver nos variables. Fait que on voit déjà la première, je vais la laisser aller. Le volume d'eau. Donc, le volume d'eau qui reste dans le réservoir en centimètres cubes. Donc, toujours faire attention, on met nos unités dans l'identification des variables. Comme ça nous empêche de nous mélanger plus tard dans le problème. Là, j'ai donné la variable R ici. C'est important de considérer que c'est le rayon à la surface de l'eau. Ici, si je ne l'avais pas spécifié et que j'avais fait corriger mon examen, l'enseignante aurait pu considérer que le R était le rayon de la base du réservoir et non de la surface de l'eau. Donc, en faisant l'identification des variables, non seulement ça vous aide, vous autres, à vous repérer, mais ça indique au professeur que vous avez compris le problème. Donc ici, rayon de la base du cône formé par l'eau en centimètres. Le niveau d'eau en centimètres encore, qui est dans le fond un cône qui est formé par l'eau restante dans le cône. Et le temps en minutes. Je me suis écrit ici que c'est souvent dans l'énoncé. Si vous vous demandez c'est quoi l'unité de temps, puis que ça ne vous tente pas d'en inventer une, ben sachez que la plupart du temps, les taux qui sont présents dans l'énoncé vous indiquent l'unité de temps à utiliser. Donc, ici, on a un débit de 400 cm3 par minute. Donc, il faut absolument mettre le temps en minutes. Si vous l'aviez mis en secondes, vous seriez compliqué la vie parce que vous auriez eu à convertir les unités que vous avez déjà eu à trouver. Ensuite, il va falloir définir les taux. Donc, ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, la masse. Ce fameux poids de 50 kg. Le 50 kg que j'ai ici, là, je me suis surligné ça parce que je me suis dit, 50 kilos, est-ce que c'est utile pour moi? Ben, en fait, l'unité, elle ne varie pas. C'est un exemple d'information superflue. Fait que dans un examen, on peut vous donner des informations comme ça qui ne vous servent pas, qui peuvent vous induire en erreur. C'est à vous de vous rendre compte que c'est une donnée fixe qui ne sert à rien dans votre problème. Dans notre cas, 50 kilos, on peut le relier à aucune formule ou aucune équation qui peut nous aider. Donc, on s'en débarrasse. Ensuite, donc les taux. On commence par le taux qui est connu, soit la variation du volume par rapport au temps. Là, comme je vous ai dit ici, il fallait faire attention. On a un signe négatif parce que l'eau fuit. Le volume est en train de diminuer à 400 cm3 par minute. Puis, on a notre taux inconnu ou le taux recherché, c'est-à-dire qui est la variation de la hauteur. Donc, la hauteur, soit le niveau d'eau restant dans le réservoir, dans le poids, quand celui-ci atteint 45 cm. La hauteur de 45 cm est à préciser. Ne pas oublier cette information-là. Maintenant, la prochaine étape consiste à définir une équation. Là, va être plus corsé. C'est un bon exemple de quand on a une variable indésirable. Vous remarquerez que on se sert de l'équation qui nous est donnée dans l'énoncé. Sauf que si on dérive tout de suite, je me suis mis une note pour ne pas l'oublier, si on dérive tout de suite, on va obtenir un taux de variation de rayon par unité de temps, sauf qu'on n'a aucune information dessus. Ça nous ferait une seconde inconnue qui nous empêcherait de résoudre notre problème. Donc, à ce moment-là, il va falloir l'éliminer. Je vais juste me le faire apparaître parce que je parle trop vite. Voilà. Donc, j'ai écrit
qu'on va avoir un DR sur DT. Est-ce qu'on veut ça? Non, parce que c'est une information, c'est-à-dire que c'est une équation de plus que ça nous prendrait pour résoudre le problème. C'est un peu ce qu'on va faire, c'est-à-dire prendre une équation supplémentaire pour s'en débarrasser, parce qu'on ne connaît pas cette variation-là. Puis, on ne veut pas la connaître non plus. Donc, je nous ai redessiné le schéma, mais avec des détails un peu différents. Vous allez le remarquer. Donc, ici, je me suis dit transformation du rayon en H, donc en niveau. Et j'ai redessiné le schéma qu'on avait tout à l'heure, sauf que j'ai fait remarquer qu'on avait comme deux triangles ici, là. Il y en a un petit puis un grand. Donc, ici, on remarque la présence de triangles semblables qui sont justifiés par angle-angle. Donc, on a l'angle ici, puis on a les deux angles-là qui sont identiques, parce que celui-là, c'est comme l'angle des deux triangles, puis ici, c'est les deux angles des deux triangles qui sont égaux. Donc, on a deux triangles semblables, ce qui va nous permettre d'établir une proportionnalité entre le rayon de surface de l'eau et le grand rayon du réservoir du poids, et d'établir une proportionnalité entre la petite hauteur de niveau d'eau et la grande hauteur du poids. Fait que comme j'ai écrit niveau d'eau pour que vous voyez ici que ça, c'est bel et bien le niveau d'eau. Ensuite, comme j'ai dit, on va aller établir une proportionnalité. Donc, ici, on a hauteur du cône sur rayon du cône va être égal au niveau d'eau sur le rayon de surface de l'eau. Puis, avec ça, on va aller faire un produit croisé pour aller isoler notre R parce que c'est lui qu'on veut enlever. C'est lui qu'on va vouloir sortir de là, de notre équation, parce qu'on ne le connaît pas puis on ne le veut pas. Donc, on obtient R en fonction de H, ce qui va nous permettre d'aller le sortir de l'équation et de travailler l'équation à notre guise. Et voilà ma petite note ici. On isole R parce que c'est lui qu'on veut remplacer. On ne connaît pas dr sur dt. Bon. De cette façon-là, on reprend notre équation, puis on vient remplacer le R par celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Fait que le 3H plus 7 là, qui est relié à ma flèche, là, qui était en haut tout à l'heure, on vient de le mettre dans la parenthèse où est-ce qu'il y avait le R. Fait que toutes les R dans l'équation ont été remplacées par ça. Il y en avait juste un, mais il a été remplacé. Fait ensuite, à partir de là, on va effectuer des opérations d'algèbre qu'on connaît, soit distribuer le carré, ensuite simplifier le tout. J'ai mis mes H ensemble, j'ai simplifié jusqu'à ce que j'obtienne ça ici. Donc, une formule quand même simple qui me donne le volume en fonction de la hauteur seulement. Maintenant, il me reste juste à la dériver. Ensuite de ça, comme je l'ai dit, prochaine étape va consister à dériver l'équation qu'on a obtenue. Donc, même principe que tout à l'heure, on dérive pour obtenir les taux de variation qu'on nous demande. Donc, on sort les constantes que j'avais préalablement placées à gauche pour que ce soit facile. Et ensuite, on n'oublie toujours pas le dH sur dt ici, il ne s'annule pas. Je le sais, même si je le dis, c'est probable qu'il y ait des personnes qui fassent l'erreur de l'annuler parce que pendant qu'on est en train de l'écrire, on a le réflexe de se dire « OK, 3x à la 3 est égal à 3x2 fois dx sur dx qui est égal à 1. Sauf que là, on a h à la 3, puis on fait dériver par rapport à t et non par rapport à h. Comme je l'ai dit tantôt, faire attention à ce morceau-là parce que c'est sûr que si vous ne faites pas attention, vous allez l'oublier. Ensuite, on simplifie ce qui est simplifiable. Et là, on le voit ici un peu en bas, là, je l'avais oublié, c'est pour ça qu'il est comme un peu croche. Mais nous autres, c'est pas dv sur dt qu'on veut, là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est le dH sur dt. Fait que 3 petits points. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié. Je l'ai fait, en fait, quand j'étais en train d'écrire l'étape 5. Fait qu'on va aller l'isoler. On divise de chaque côté pour juste obtenir dH sur dt de ce côté-ci. Puis, en simplifiant, c'est-à-dire en inversant la fraction, on obtient ça ici, qui nous donne
notre DH sur DT en fonction de DV sur DT. Maintenant, il nous reste juste à appliquer les conditions. Donc, on prend les conditions de l'énoncé, on les écrit en langage mathématique. Donc, lorsque H est égal à 45 cm, la variation du volume est de moins 400 cm3 par minute. Remarquez qu'ici, il n'y a aucun lien entre le H 45 cm et la variation de volume parce que tout au long du problème, étant donné qu'au début, dans l'énoncé, on ne spécifiait pas de temps pour la variation du volume, tout au long du problème, la variation de volume va être de moins 400. Elle ne change pas. Donc, on ne met pas la grande barre ici pour dire que c'est quand H est égal à 45 cm. Ce volume-là, ce débit-là ne change pas selon l'énoncé. Il se pourrait que dans un examen, on vous spécifie lorsque la hauteur atteint 45 cm, là, le débit va être de moins 400 cm3 par minute. Mais ici, ce n'était pas le cas. Le débit reste le même toujours. Donc, la prochaine étape sera de rentrer nos données dans l'équation qu'on avait préalablement trouvée ici en haut, derrière mon visage. Donc, ici. Donc, on vient rentrer ça là-dedans. On a le H qui était ici, le H au carré, qui devient 45 au carré parce que notre hauteur est de 45 cm. Et notre variation, notre débit, qui vient rentrer ici, moins 400. Ne jamais oublier le signe, parce que si vous oubliez le signe, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver une hauteur qui augmente, un niveau qui augmente, sauf que c'est une fuite d'eau. Fait que logiquement, vous devriez trouver une hauteur qui diminue. Et ensuite, il s'agit que de rentrer ça dans la calculatrice ou de le faire à la main comme j'ai fait ici et de trouver une variation de niveau en centimètres par minute. Si jamais les unités, vous les oubliez, regardez ce que vous êtes en train de chercher. On cherche un niveau en centimètres divisé par du temps en minutes. Donc, le taux ici, si jamais vous n'avez pas fait suivre vos unités comme j'ai fait là, vous avez simplement à regarder votre taux de variation et à l'établir. Et voilà, c'est pas mal ce qui complète. Ça complète notre capsule de révision. Puis je vous souhaite bonne chance pour les taux liés à l'examen.